Mars, la planète rouge, la 4e planète du système solaire. En dépit d'un sol aride et froid, c'est elle qui ressemble le plus à la Terre. Et un jour prochain, elle recevra sans doute la visite d'êtres humains. 4, 3, 2. Des engins inhabités s'y sont déjà posés, tels Pathfinder, la petite sonde spatiale envoyée par la NASA en 1996. Le jour de son atterrissage, 7 mois après son lancement, chacun au centre de contrôle attendait le signal qui viendrait récompenser 3 ans de travail. Very good sign, everybody. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V-2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer avec certitude quand et comment l'univers a vu le jour. Et peut-être cette interrogation demeurera-t-elle à jamais sans réponse. Les scientifiques ont émis plusieurs théories. Selon l'une d'elles, l'univers serait issu d'une explosion survenue il y a plus de 10 milliards d'années et qui aurait projeté des particules dans toutes les directions. Et qu'en est-il de l'origine de la vie ? Existe-t-il des formes de vie ailleurs dans l'univers ? Ou le hasard a-t-il voulu qu'une seule planète l'ait vu naître dans tout le cosmos ? Le plus probable est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. À en croire de nombreux scientifiques, une planète toute proche de la nôtre aurait autrefois accueilli la vie, la planète Mars. Et si les premières sondes n'ont donné aucun résultat, c'est selon eux parce qu'elles n'ont pas poussé l'exploration assez loin. En juillet 1997, la sonde spatiale Pathfinder s'est donc posée sur Mars. Avec elle, l'homme s'élançait de nouveau à la conquête de la planète rouge. Pathfinder était le fruit de 3 ans de travail. C'est durant l'été 1993 que le vaisseau était arrivé au centre spatial Kennedy de la NASA. Il avait traversé les États-Unis dans un camion spécial, après avoir été conçu en Californie au JPL, le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA. 5 mois plus tard, il débutait son périple de 500 millions de kilomètres vers la planète Mars. La sonde américaine, conçue rapidement pour un coût relativement modeste, constitue alors une véritable révolution dans le domaine des vaisseaux spatiaux et marque le début du nouveau programme spatial de la NASA, 10 ans d'exploration de Mars par des robots. S'il réussit, le projet Pathfinder pourrait déboucher à terme sur des missions martiennes habitées. Le vaisseau est composé de 2 véhicules, un atterrisseur et un rover. À sa base, l'atterrisseur est constitué de 3 panneaux qui s'ouvrent comme des pétales de fleurs. Une fois posé sur Mars, il aura pour mission d'observer les conditions atmosphériques de la planète et de prendre des clichés. Mais la star de la mission est le rover de 11 kg baptisé Sojourner. Équipé de 6 roues, il sera transporté par l'atterrisseur fixé sur l'un de ses pétales. Une fois sur Mars, l'atterrisseur déploiera ses panneaux, libérant le rover, qui pourra parcourir la surface de l'astre et analyser son sol rocailleux. Sojourner se distingue par sa capacité à fonctionner de manière autonome. Jamais aucun véhicule de ce type n'a exploré une autre planète. Car avant lui, ce type d'exploration était réalisé par de simples sondes, équipées de caméras et de détecteurs, qui glanaient le plus d'informations possible en demeurant à des milliers de kilomètres de leur cible céleste.
Voici Mariner, la première série de sondes interplanétaires américaines. La première fut envoyée vers Vénus, puis en 1964, la NASA lança Mariner 4 en direction de Mars. Le vaisseau fut projeté dans l'espace par une fusée Atlas. Et en juillet 1965, Mariner 4 atteignait la planète rouge. Mars n'avait jamais été observé d'aussi près. La sonde américaine prit des photos de la surface de la planète à 10 000 km de distance. Les interférences qui brouillaient les images retransmises au centre de contrôle furent isolées par ordinateur, puis effacées. Le résultat apparut d'une clarté saisissante. En 1969, la NASA envoya 2 autres sondes Mariner en direction de Mars, qui prirent d'autres photos de la planète et révélèrent environ 10% du sol martien. Sur ces images apparaît un sol cratérisé, proche de celui observé sur la Lune. La planète semble dépourvue d'eau et hostile à toute forme de vie. Puis en 1971, Mariner 9 gravite autour de Mars et transmet à la Terre plus de 7000 photos de la planète. Les Américains peuvent alors établir une carte intégrale de la surface martienne, analyser les conditions atmosphériques et mesurer la température au sol. La planète rouge apparaît sous un jour nouveau. Tandis que les sondes Mariner étudient le sol martien, la NASA braque ses projecteurs sur un autre événement. L'Amérique tout entière retient son souffle en suivant la retransmission des premiers alunisages. Les premiers pas des astronautes sur notre satellite éclipsent totalement les sondes martiennes qui pourtant, dans l'indifférence générale, découvrent un nouveau monde aux portes d'une autre. Mais l'intérêt du public pour le programme Apollo finit par s'émousser. Les Américains se lassent des missions lunaires, pendant que la NASA se tourne déjà vers de nouveaux projets. This is Gene, and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface, I'd like to just let... Quand la dernière mission Apollo quitte la surface lunaire, nul ne sait si l'homme retournera sur la Lune ou s'il se lancera dans une aventure plus ambitieuse encore, l'exploration de la planète Mars. And as we leave the moon in Taurus Littrow, we leave as we came, and God willing, as we shall return. The time has come to look beyond brief encounters. We must commit ourselves anew to a sustained program of manned exploration of the solar system, and yes, the permanent settlement of space. En 1989, George Bush s'engage à envoyer des hommes sur Mars, à l'instar de John Kennedy, qui près de 30 ans plus tôt avait lancé le projet d'une mission lunaire habitée dans un discours demeuré célèbre. And because it is America's destiny to lead. Le président Bush a choisi de prononcer son discours le jour du 20e anniversaire du premier alunissage d'un engin habité. Un choix symbolique, car il appelle également l'Amérique à retourner sur la Lune. Le projet baptisé Initiative Lune-Mars doit débuter en 2001 avec le lancement des premiers véhicules vers la Lune. L'objectif est de construire une base lunaire permanente qui servira pour lancer une mission habitée vers Mars. Sur la Lune, les astronautes pourront extraire de l'oxygène et d'autres ressources et se préparer à des séjours prolongés sur la planète rouge. Une fois cette base permanente installée, une raffinerie lunaire pourra produire suffisamment d'oxygène pour alimenter les véhicules décollant de la Lune. L'oxygène lunaire ainsi produit permettra d'alléger les vaisseaux au départ de la Terre. Ils se ravitailleront sur la Lune avant d'entamer leur long voyage vers Mars. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour aller sur Mars. Pour certains, la planète rouge est un paradis pour géologues. Pour d'autres, un site archéologique dont l'exploration permettra d'étudier des formes de vie aujourd'hui disparues. D'autres encore souhaiteraient y implanter une colonie terrienne,
une sorte d'avant-poste dans l'espace. Mais envoyer des hommes sur Mars coûte cher. L'initiative Lune-Mars est estimée à 450 milliards de dollars. C'est une somme à laquelle la NASA ne peut prétendre. Si l'homme veut prendre un jour pied sur Mars, il faudra trouver un autre moyen. T-minus 10, 9, En automne 1992, la NASA envoie une nouvelle mission sur Mars, Observer. 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Titan III rocket with the Mars Observer and America's return to the Red Planet. Le vaisseau américain devra étudier l'atmosphère de la planète et établir le relevé topographique le plus détaillé jamais réalisé. Mais l'engin, qui a coûté 1 milliard de dollars à la NASA, ne remplira jamais sa mission. Le centre de contrôle perd tout contact avec la sonde au moment de son entrée en orbite martienne. Ces tentatives pour ouvrir la voie vers Mars commencent à coûter très cher à la NASA, qui se voit contrainte de repenser sa stratégie. La planète rouge demeure un mystère dans plusieurs domaines clés pour les scientifiques. Et les experts s'accordent à dire qu'avant de pouvoir envisager une mission habitée sur Mars, il faut d'abord y envoyer des engins inhabités. Les 2 vaisseaux qui ont ouvert la voie vers Mars ont été lancés il y a plus de 20 ans. Au laboratoire de propulsion par réaction à Pasadena, en Californie, scientifiques et ingénieurs conçoivent alors l'une des missions les plus réussies de toute l'histoire spatiale, la mission Viking. Elle va aboutir à une première, l'atterrissage d'un engin sur Mars. Les Américains ont conçu 2 vaisseaux, Viking 1 et 2, qui transportent chacun un orbiteur et un atterrisseur. En théorie, la mission paraît simple, mais en réalité, les paramètres orbitaux des planètes rendent l'entreprise extrêmement complexe. Elle doit donc être préparée et minutée avec la plus grande précision. L'alignement voulu des 2 planètes survient tous les 26 mois. Autrement dit, si on rate l'occasion, il faudra attendre 2 ans avant de pouvoir tenter un nouveau lancement. La mission débute durant l'été 1975. Les Américains lancent leurs 2 vaisseaux à quelques semaines d'intervalle à l'aide de fusées Titan-Centaure. Le nom de Viking convient bien à cette mission. Il évoque ces navigateurs nordiques intrépides, partis à la découverte de terres inconnues. Le périple du vaisseau américain, lui, durera un peu moins d'1 année. Après le largage du premier étage de la fusée, le vaisseau est propulsé vers la planète rouge. Il va réaliser une boucle de plus de 640 millions de kilomètres. Et durant tout son voyage, il sera alimenté en énergie par ses panneaux solaires. Pour la navigation, le système de guidage du vaisseau se repère d'abord au Soleil, plus tard par rapport à l'étoile Canopus. L'atterrissage et le module orbital cheminent ensemble, mais c'est ce dernier qui est chargé de mener à bien l'essentiel du voyage. L'atterrisseur, lui, préserve son énergie pour la descente sur Mars. Le déroulement de la mission est suivi par les ordinateurs du laboratoire de propulsion par réaction, tandis qu'un système de communication relie les ingénieurs aux 2 vaisseaux. Mais ils ne peuvent gérer qu'une mission à la fois. Les 2 atterrissages ont donc été espacés de 45 jours, un délai qui donnera plus de temps aux contrôleurs de vol pour sélectionner des sites d'atterrissage. Une fois en orbite, les vaisseaux pourront inspecter la surface martienne à l'aide de leurs caméras, ce qui donnera aux spécialistes la possibilité de choisir les sites où les risques liés à l'atterrissage sont les plus faibles. Le 19 juin 1976, le premier vaisseau Viking arrive à proximité de la planète Mars. Espacer les 2 atterrissages de 6 semaines présente un grand avantage. Les Américains vont pouvoir appliquer à la seconde mission les informations recueillies lors de la première.
Les spécialistes dirigeront le premier atterrisseur vers le site présentant le plus faible risque d'erreur. Et si tout se déroule comme prévu, ils pourront se permettre d'être un peu plus audacieux pour le second atterrissage. Une fois entré en orbite, Viking 1 dirige l'objectif de sa caméra vers la surface de la planète Mars. Au centre de contrôle, les équipes chargées de l'imagerie astronomique étudient des centaines de clichés du sol martien à la recherche de la zone la plus favorable à un atterrissage. Et ils la trouvent. Une large plaine, l'un des sites les moins élevés de la planète. Le 20 juillet, un mois après l'entrée en orbite de Viking 1, les contrôleurs de vol autorisent la séparation de l'atterrisseur et du vaisseau orbiteur. La distance qui sépare Mars de la Terre est telle que le signal envoyé par le centre de contrôle, qui voyage pourtant à la vitesse de la lumière, va mettre 20 minutes à parvenir au vaisseau. C'est un système entièrement automatisé qui, à bord du vaisseau, réceptionne le message. Pendant la phase de descente, l'atterrisseur procédera à l'analyse de l'atmosphère ténue qui enveloppe la planète. Les manœuvres de séparation, de sortie d'orbite et d'atterrissage ont été longuement testées avant la mission. Cet extrait montre le trajet de l'atterrisseur durant une partie de la descente. Le véhicule quitte l'orbite sous l'impulsion de minuscules rétrofusées. Il entre dans l'atmosphère martienne à environ 60 km du sol. Puis, à 6000 mètres d'altitude, son parachute est déployé. L'atterrisseur poursuit sa descente jusqu'à environ 1000 mètres de la surface, tandis que des radars calculent sa vitesse verticale et horizontale. 2 petits rétropropulseurs, situés à la base du véhicule, sont alors allumés et le parachute largué. Puis, guidé par des radars, l'ordinateur de bord entame les manœuvres d'atterrissage, entièrement automatisées. Les rétropropulseurs sont programmés pour fonctionner jusqu'à ce que le premier pied de l'atterrisseur touche le sol. Dès ce premier contact, les moteurs sont coupés. Le centre de contrôle ne peut pas encore le savoir, mais l'atterrisseur s'est posé en douceur, sans aucune difficulté, car en raison du retard dans la transmission des images, les ingénieurs observent encore la descente au moment où le véhicule atterrit. Quand ils prennent connaissance de la bonne nouvelle, le premier vaisseau terrien à toucher le sol martien s'est posé depuis 20 minutes. Fantastic. 16 kilobits confirmed. Yes, we have a touchdown time of 12 hours, 12 minutes, 07.15. 25 secondes après l'atterrissage, l'une des 2 caméras du vaisseau est mise en marche et commence à produire une image du sol martien. Moins d'une demi-heure plus tard, l'équipe au sol voit apparaître le premier cliché de la mission. La caméra scanne l'objet et enregistre chaque élément de l'image. Son objectif descend sur un axe vertical, puis la caméra se déplace pour réaliser un nouveau balayage. Les lignes verticales sont ensuite placées les unes à côté des autres, en séquence, jusqu'à obtenir l'image finale. Et pour la première fois, un paysage martien s'affiche sur un écran. Look at the beautiful rock. Fantastic. La première photo est un gros plan du pied du vaisseau posé sur le sol rocailleux. La seconde est beaucoup plus impressionnante. Une grande vue panoramique s'étendant jusqu'à l'horizon. Puis l'appareil opère une rotation sur 300 degrés et révèle un bassin tapissé de sable et de roches, baptisé Cris Planitia. Puis arrive la première photo en couleur. On y voit la fameuse poussière de teinte brun-rouille qui vaut à Mars son surnom de planète rouge. 45 jours plus tard, Viking 2 se pose à 7500 km au nord-ouest du premier vaisseau. Son site d'atterrissage est une vaste plaine, jonchée de rochers qui semblent être issus de pressions volcaniques ou d'impacts météoritiques.
les géologues, ces nouveaux clichés sont la preuve que la planète Mars ressemble plus à la Terre qu'on ne le supposait jusqu'alors. Loin au-dessus des atterrisseurs, les orbiteurs Viking scrutent minutieusement la surface du globe et font des découvertes surprenantes. Les scientifiques sont particulièrement intrigués par l'existence de ces failles, semblables à des canaux. Ce chenal ressemble au lit des rivières asséchées qu'on trouve sur Terre. Peut-être a-t-il été creusé à une époque reculée dans l'histoire de la planète par l'action d'une eau courante. Sur Mars, la pression atmosphérique et les températures sont trop basses pour que l'eau puisse y demeurer à l'état liquide. Elle gèle ou s'évapore. C'est pourtant en trouvant de l'eau sur Mars qu'on pourra peut-être déterminer si les conditions nécessaires à l'apparition de la vie y ont un jour existé. Observée au télescope depuis la Terre, la planète Mars apparaît comme un disque de couleur rouge au contour flou. L'image s'est précisée avec le vaisseau Mariner, mais c'est la mission Viking qui nous a révélé un monde nouveau. Pour percer les secrets de la planète, les informations recueillies par les sondes Viking sont analysées par ordinateur. À partir de plus de 50 000 photos et de données topographiques issues de la mission, un ordinateur extrêmement puissant crée une simulation aérienne de la planète rouge. Après plus d'un mois de calcul, il réussit à produire un modèle en 3 dimensions de la surface martienne et de son relief. Un relief qui ne diffère guère de celui de la Terre. On y voit des canaux semblables à des rivières asséchées, des volcans éteints et des montagnes rocheuses. Tout semble indiquer que la planète Mars a connu un jour une période active. Selon certains scientifiques, l'atmosphère martienne a pu, par le passé, être suffisamment chaude et dense pour que naissent précipitations et cours d'eau, ce qui expliquerait l'importante érosion du sol, ainsi que la présence de canyons, de lacs et de rivières asséchées. Mais on ne connaît pas pour l'heure les phénomènes qui ont conduit à l'apparition de la fine couche de gaz carbonique qui enveloppe aujourd'hui la planète. Le relief martien est souvent de dimensions colossales. Ainsi, Valles Marinaris est un vaste système de canyons qui pourrait s'étendre sur toute la largeur des États-Unis. Il en est de même des montagnes volcaniques martiennes. 12 d'entre elles sont plus imposantes que nos plus grandes chaînes de montagnes. La plus importante est 3 fois plus haute que l'Everest et suffisamment étendue pour couvrir la chaîne de volcans qui forment les îles Hawaï. Ces caractéristiques morphologiques sont la preuve que la planète a dû être façonnée par des phénomènes d'une ampleur gigantesque. On pense qu'elle a connu une évolution très proche de celle de la Terre. Une importante activité volcanique a donné naissance aux chaînes de montagnes. Des failles et des fractures sont apparues dans la croûte martienne à mesure que la planète s'étendait. Puis la surface a été refroidie par des précipitations et des inondations massives. Les scientifiques pensent qu'à cette époque, il existait une forme de vie sur Mars. Et certains affirment même que c'est encore le cas. Mais l'homme ne peut pas encore se rendre sur Mars. C'est pourquoi les scientifiques, à la recherche d'éventuelles traces de vie sur la planète rouge, ont recours à une autre méthode. Le centre de recherche Ames de la NASA a localisé sur notre planète un site semblable au relief martien. Ces chercheurs sont spécialisés dans l'étude d'éventuelles formes de vie dans l'univers. Et ici, dans ces vallées lointaines et froides situées à l'ouest de l'Antarctique, ils ont trouvé des conditions climatiques similaires à celles qui règnent sur Mars. Le sol gelé et aride de ces vallées ressemble au type d'environnement dans lequel s'est peut-être développée une forme de vie martienne. L'équipe de chercheurs y séjourne plusieurs mois par an pour étudier ce milieu apparemment hostile à la vie. Au cours de l'été 1996, les scientifiques font une découverte passionnante. Une météorite venue de Mars est tombée ici, en Antarctique, aurait conservé la trace d'une ancienne forme de vie microscopique.
Si son authenticité fait l'objet de débats passionnés au sein de la communauté scientifique, la découverte donne paradoxalement un argument supplémentaire aux partisans de l'exploration de la planète Mars. En matière d'exploration de la vie sur Mars, la NASA n'en est pas à son coup d'essai. Les 2 atterrisseurs Viking étaient déjà équipés pour rechercher des matières organiques dans le sol martien. Le dispositif comprenait un bras articulé chargé de prélever des échantillons de poussière rouge et de les placer dans 3 réceptacles séparés, 3 mini-laboratoires contenant chacun un environnement différent. Chaque mini-laboratoire exposait les échantillons à un milieu différent. Un milieu martien pour le premier, un milieu terrestre composé d'éléments nutritifs favorables au développement d'organismes terrestres pour le deuxième, et un mélange des 2 pour le troisième. Les examens ont donné des résultats négatifs. Aucune forme de vie ne s'est développée. Mais peut-être les sondes Viking n'ont-elles pas cherché au bon endroit. La vie est indissociable de l'eau. C'est pourquoi l'équipe de chercheurs basée en Antarctique explore également les lacs gelés de la région. Ils commencent par extraire d'énormes blocs de glace, puis, après avoir creusé un trou de 4 mètres de profondeur, ils se préparent à sonder un monde sous-marin bleu et froid. Le plongeur évolue dans une eau à moins 12 degrés, une température proche de celle mesurée sur Mars. Il emporte avec lui des outils qui lui permettront de recueillir des échantillons prélevés dans le sol. La luminosité diminue à mesure qu'il s'enfonce dans les profondeurs du lac. Aucun organisme aquatique n'habite ces eaux claires et glacées. Le plongeur est un peu comme un astronaute. Il a besoin d'un équipement spécial pour pouvoir explorer les fonds glacés du lac. Il découvre que le fond du lac est tapissé d'un lit d'algues. Ce sont des organismes primitifs, capables de supporter des températures extrêmement basses. Il se pourrait qu'un jour, des organismes très similaires aient vécu sur Mars, ou même sur Terre. Les chercheurs de la NASA espèrent qu'en étudiant ces organismes, ils comprendront comment ils produisent de l'énergie et comment ils se nourrissent. Sur Terre, les organismes vivants utilisent leur environnement de différentes manières. Les animaux se servent de l'oxygène pour transformer leur nourriture en énergie. Puis ils rejettent du gaz carbonique ainsi que d'autres déchets dans leur milieu ambiant. Chez les plantes, le processus est inversé. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. En étudiant les formes de vie qui se sont développées au fond de lacs gelés, les scientifiques font ainsi un premier pas vers la compréhension de l'environnement martien. La planète Mars n'a ni lac ni rivière. En revanche, il est apparu que la calotte située au pôle Nord contenait plus d'eau qu'on ne l'avait supposé jusqu'alors. Et les mesures faites par les sondes Viking laissent supposer que sous la surface de la planète se dissimule un vaste réservoir de glace. Il est possible que la vie se soit retirée dans ces réserves d'eau au cours du processus qui a transformé Mars, autrefois planète chaude et humide, en désert glacé. Ces lacs asséchés pourraient eux aussi abriter des formes de vie. Quand un lac s'évapore, le sel contenu dans l'eau forme des cristaux. On peut imaginer que dans ces anciens lacs, des bactéries résistantes au sel se sont retrouvées prises au piège des cristaux. Si l'eau a un jour coulé sur Mars, il est parfaitement possible que des formes de vie se soient développées et qu'elles existent encore. Les recherches menées en Antarctique pourront peut-être dissiper le mystère qui entoure la planète rouge. Plus les chercheurs enrichiront leurs connaissances de la vie en Antarctique, plus nous aurons de chances de trouver de la vie sur la planète rouge. Les atterrisseurs Viking n'y ont trouvé aucune forme de vie. Mais ils ne se sont pas posés dans l'une des zones les plus favorables à son développement. La NASA a pris soin de les envoyer sur un site présentant peu de risques. Pour leur retour sur Mars, les Américains ont fait montre d'un peu plus d'audace. 20 ans après la mission Viking, la NASA a mis au point une méthode plus simple, plus économique et plus rapide pour atteindre la planète rouge. Ils ont baptisé la mission Pathfinder. Au cours de l'automne 1996, la NASA s'apprête à vivre son retour triomphal sur la planète Mars. Ici, en Floride, dans le bâtiment d'assemblage des vaisseaux du Centre spatial Kennedy,
les ingénieurs de la NASA terminent la mise au point du vaisseau. Ils espèrent que ce petit robot fera de nouvelles découvertes sur le sol martien. « 20 ans ont passé depuis l'arrivée historique des vaisseaux Viking sur Mars, et seulement 3 depuis l'échec d'Observer. Si Pathfinder réussit, il ouvrira la voie à une nouvelle génération de sondes spatiales réalisées à peu de frais. Car le coût de la mission ne s'élève qu'à 250 millions de dollars, soit le 10e de ce qu'avaient coûté en leur temps les vaisseaux Vikings. La NASA a lancé un projet qui s'étale sur 10 ans. Tous les 26 mois, elle enverra une sonde en direction de Mars. Et la sonde qui clôturera le projet aura pour mission de revenir sur Terre avec des échantillons de rochers et de sol martien. L'objectif principal de la mission est de prouver la fiabilité des nouvelles techniques d'atterrissage mises au point par la NASA à un coût modéré et de faire évoluer un robot sur le sol martien. Le petit rover Sojourner devra réussir à se déplacer sur un terrain accidenté pour recueillir des données géologiques. Peut-être réussira-t-il là où Viking avait échoué, trouver de la vie sur Mars. Il pourrait bien découvrir des indices que les atterrisseurs Vikings n'ont pas débusqués et au minimum démontrer l'efficacité des rovers pour les missions à venir. La prochaine génération de rovers comprendra un engin russe du nom de Mazokhod. Sa souplesse de manœuvre est testée en plein désert de l'Arizona par des chercheurs américains. Car ce programme de mission martienne faisant appel à des robots s'inscrit dans un vaste projet international visant à explorer la planète rouge. Et l'on envisage d'envoyer le rover russe sur Mars aux côtés d'un orbiteur et d'un atterrisseur américain en l'an 2000. Capable de parcourir 8 km, il est conçu pour analyser les radiations à la surface de la planète. Le robot russe sera aussi chargé de rechercher des sites favorables au développement de formes de vie martiennes, et dans les 10 prochaines années, la planète rouge subira une véritable invasion scientifique, avec en première ligne une légion de robots ouvrant la voie à de futures missions habitées. 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition, and we have liftoff as America begins its journey back to the Red Planet. 4 décembre 1996, Pathfinder vient de décoller. Le vaisseau de 900 kg va bientôt se séparer de la fusée Delta II et débuter son voyage de 7 mois vers la planète rouge. Après l'extinction du premier étage de la fusée, le deuxième étage s'allume et injecte le vaisseau en orbite terrestre. Puis, le vaisseau se sépare du deuxième étage et l'étage de croisière place Pathfinder sur sa trajectoire. Le vaisseau est constitué de 4 éléments. L'étage de croisière, la capsule de descente thermorésistante et l'atterrisseur Pathfinder, avec à son bord le petit rover Sojourner. Pathfinder est désormais seul pour parcourir les 500 millions de kilomètres qui le séparent de la planète Mars. Six mois plus tard, le 4 juillet, jour anniversaire de l'indépendance américaine, les États-Unis sont de retour sur la planète rouge. Pathfinder se sépare de son étage de croisière, mais le plus difficile reste à faire, atterrir en employant une technique totalement inédite. Viking avait réalisé un atterrissage en douceur. Le vaisseau Pathfinder, lui, va se laisser tomber sur le sol martien, protégé par d'énormes airbags qui amortiront l'impact. Pathfinder traverse l'atmosphère martienne, puis déploie son parachute pour freiner sa descente. Et 30 secondes plus tard, il largue son bouclier thermique.
l'atterrisseur n'a plus de protection. Des fusées, logées dans la capsule, sont mises à feu pour ralentir encore sa descente vers le sol martien. C'est l'une des nombreuses manœuvres entièrement automatiques réalisées par le vaisseau. L'atterrisseur se sépare de la capsule et termine la descente suspendu à un câble de 18 mètres de long. À 270 mètres du sol, un radioaltimètre recherche un lieu propice à un atterrissage. Il sélectionne une zone en forme d'ellipse, mesurant 230 km². Quelques secondes avant l'atterrissage, 4 séries de multi-airbags se gonflent et enveloppent l'engin pour amortir sa chute. Pathfinder heurte le sol à 402 km/h. Au premier rebond, il est projeté dans le ciel martien à une altitude équivalente à un immeuble de 4 étages. Protégé par ses airbags, l'engin rebondit plus de 15 fois avant de s'immobiliser au sol. Sur Terre, le centre de contrôle attend le compte-rendu de l'atterrissage. Car comme prévu, le contact avec le vaisseau a été interrompu pendant la descente. Les contrôleurs de sol doivent donc attendre le rétablissement de la communication après l'atterrissage pour connaître l'état du vaisseau. I see same, but it's not at a frequency I would expect. It was not an extrapolation of the drift that we saw before, so I think it's probably a noise spike. Okay, copy. EDLCom, a weak signal is coming in and out of the spectrum. Yeah. Well, I'll do that. Yeah, right. Yeah. EDLCom has reported that a Keep watching. is barely visible. Sammy, do you have an offset for that? That's a very good sign, everybody. I believe I have a firm signal. Sur Terre, l'émotion est à son comble. Pour l'équipe Pathfinder, c'est la récompense de 3 ans d'efforts. Okay, we've got a good strong signal now. Le signal est la preuve que Pathfinder s'est posé sans encombre. Le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA remporte une nouvelle victoire. La joie qui règne parmi ses ingénieurs rappelle le succès de la mission Viking il y a plus de 20 ans. Mais l'atterrissage au moyen d'airbags demeure un événement sans précédent. Well, it could very well be that the spacecraft has turned off its transmitter at this time, as it would expect it to do after it rolls to a stop. We are now in a blackout situation where the spacecraft will essentially begin to retract airbags. This process takes a little over an hour. Hopefully, we may see a signal when that finishes up. We will keep our eyes peeled, of course. Il faudra 42 tours de manivelle pour rétracter les airbags géants qui ont permis au vaisseau de se poser sur Mars. Les panneaux de l'atterrisseur recouverts de cellules solaires se déploient comme des pétales de fleurs et attendent leur première aube martienne. Pour préserver les batteries, les émetteurs radio cesseront de fonctionner tant que les panneaux solaires n'auront pas commencé à produire de l'énergie. Quelques heures après son atterrissage spectaculaire, le vaisseau assiste au lever du Soleil sur Mars. Son passager, le rover Sojourner, est perché sur l'un des panneaux, intact. Et ses caméras commenceront à filmer les alentours dès qu'il aura rétabli le contact avec le centre de contrôle. Pour ce faire, Pathfinder doit d'abord calculer la position de la Terre, afin d'orienter son antenne dans la bonne direction. Avec le Soleil pour guide, il parvient à la localiser. Le centre de contrôle doit attendre environ 10 minutes avant que le signal radio ne lui parvienne. Les responsables du vol sont informés de l'état de tous les systèmes de commande du vaisseau et reçoivent les premières données scientifiques sur le site d'atterrissage. Puis, les premières images apparaissent. Grâce aux caméras de Pathfinder, l'équipe va pouvoir découvrir la planète rouge sous un jour nouveau.
off both carrier and carrier. Les images sont encore plus claires et détaillées que ne l'espéraient les ingénieurs du centre de contrôle. Pathfinder prend plus de 300 photos qui, une fois réunies, offrent une vue panoramique à 360 degrés de la surface martienne. Et ces images permettront de tracer l'itinéraire de Sojourner qui doit débuter son périple en solitaire le jour suivant. Le site d'atterrissage de Pathfinder dépasse toutes les espérances des contrôleurs de vol. Sur les photos en couleur, ils découvrent une plaine au sol poudreux, jonchée de rochers couleur rouille, aux contours irréguliers. Et dans le lointain, un paysage inattendu. 2 collines qui tranchent sur le ciel couleur saumon. See that? Deep hill? Wow, a hill! That's where the rover's going. Pathfinder s'est posé à environ 800 km au sud-est du site d'atterrissage de Viking 1, toujours sur Mars, dans une zone beaucoup plus intéressante baptisée Ares Vallis. Les scientifiques pensent que ces rochers ont échoué sur le sol de cette ancienne plaine fluviale à la suite de crues torrentielles. Si leur hypothèse est exacte, Pathfinder pourra peut-être recueillir des échantillons provenant de divers points de la planète, situés à des altitudes différentes. Ces images font la joie des scientifiques. Pour les géologues, cette plaine au sol poudreux et rocailleux est une véritable mine d'informations. À 1,50 m du sol, la caméra de Pathfinder a recueilli suffisamment d'images pour que les contrôleurs puissent préparer la deuxième phase de la mission. Le 6 juillet, le robot Sojourner se déplie et, sur l'ordre du centre de contrôle, emprunte la rampe qui le conduit sur le sol sableux de la plaine martienne. C'est un nouveau chapitre de l'exploration spatiale qui débute. Sojourner est équipé pour analyser la composition chimique des roches avoisinantes, et en particulier d'un gros rocher surnommé Yogi, en raison de sa ressemblance avec un personnage de dessin animé. Sur Terre, le centre de contrôle trace le parcours du rover avec minutie, d'après les images transmises par Pathfinder. Mais une fois qu'il aura reçu ses instructions, le véhicule cheminera seul sur le sol martien. Le 10 juillet, Sojourner se retrouve nez à nez avec Yogi. En raison d'une légère erreur d'appréciation dans le tracé de l'itinéraire, l'une des roues du véhicule tente d'escalader le rocher. Il faudra plusieurs jours pour libérer Sojourner, un retard que les scientifiques mettent à profit pour recueillir de précieuses informations sur la composition chimique du rocher. Sojourner se déplace à 1 cm par seconde. Avec ses 6 roues, il épouse le sol sans difficulté, tout en étudiant le terrain et les rochers qu'il rencontre, et en transmettant des photos de l'atterrisseur au centre de contrôle. Un observatoire météorologique, l'atterrisseur enregistre les températures et procède à l'étude de l'atmosphère et de la formation des nuages martiens. Au 5e jour, Pathfinder a atteint ses principaux objectifs. Il a notamment réussi à atterrir au moyen de techniques bon marché et à lancer son rover sur le sol martien. À des millions de kilomètres de là, les scientifiques américains commencent à peine à examiner le torrent d'informations venues de Mars. Mais au vu des premières données, ils savent déjà que la planète rouge ressemble plus à la Terre qu'on ne le supposait jusqu'alors. Les cailloux et les galets aux formes arrondies trouvés à proximité de l'atterrisseur semblent être le résultat d'un processus d'érosion causé par des cours d'eau ou des inondations, ce qui viendrait étayer la thèse selon laquelle Mars, comme la Terre, a connu par le passé des climats plus chauds et plus humides, et que certaines formes de vie ont pu s'y développer. Si la vie a un jour existé sur Mars, il est probable qu'en se désertifiant pour une raison encore inconnue,
la planète a rejeté les organismes vivants vers ses profondeurs. Pour trouver des formes de vie sur Mars, il faudrait donc entreprendre d'énormes travaux d'excavation, réalisés par des êtres humains, car la tâche est trop complexe pour être confiée à des robots. Et certains scientifiques estiment que la nécessité de rechercher la vie sur Mars en creusant dans les profondeurs de la planète est le meilleur argument en faveur de missions habitées. Les programmes spatiaux ont réalisé d'énormes progrès depuis le lancement des premiers vaisseaux habités. La NASA a d'abord dû surmonter de nombreux obstacles pour parvenir à placer un homme en orbite à quelques 160 km de la Terre. Puis 9 ans plus tard, avec Apollo 11, elle a réussi à envoyer un homme sur la Lune pour la première fois dans l'histoire. Lorsqu'il a foulé le sol lunaire, Neil Armstrong se trouvait à 400 000 km de la Terre. Or, pour aller sur Mars, il faudrait multiplier par 200 la distance à parcourir. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. Autant dire que la mise au point d'une mission habitée exigerait des moyens énormes. Il faudrait plus d'1 an pour aller sur Mars et en revenir, sans compter les travaux d'exploration réalisés sur place. On estime par ailleurs qu'il serait trop coûteux, voire inutile, d'utiliser la Lune comme station de relais et d'alimentation comme le prévoit l'initiative Lune-Mars. Certains suggèrent d'utiliser des fusées à propulsion nucléaire, qui consomment moins d'énergie. Plus puissantes, elles permettraient de raccourcir la durée des vols vers Mars. Mais l'idée d'envoyer des réacteurs nucléaires dans l'espace ne remporte guère l'adhésion du public. À ce jour, c'est le projet baptisé Mars Direct qui semble de loin le plus intéressant. Sa principale innovation consiste à lancer un engin automatique sur Mars, baptisé Earth Return Vehicle, bien avant l'arrivée des premiers astronautes. L'engin serait équipé de petits réacteurs nucléaires, chargés de produire du carburant en combinant le gaz carbonique présent dans l'atmosphère martienne avec l'azote liquide transporté à bord du vaisseau. Le carburant fabriqué sur Mars pourrait alors être utilisé pour le trajet du retour. Le projet prévoit un séjour d'une durée de 500 jours pour les premiers astronautes consacrés à l'exploration de la planète et à la préparation des missions à venir. Les Américains ne peuvent entreprendre seuls un projet d'une telle envergure. Ils seront donc amenés à collaborer avec d'autres pays et ont déjà associé la Russie, le Japon et l'Europe à la phase de recherche et de développement. En utilisant l'atmosphère martienne pour fabriquer le carburant qui servira au voyage de retour, l'envoi d'astronautes sur Mars devient un projet beaucoup plus réalisable et beaucoup plus abordable. Ces auteurs évaluent le coût du projet à 20 milliards de dollars, une somme modeste comparée aux 450 milliards de dollars de l'initiative Lune-Mars. Si le projet est mis en œuvre, nous pourrions assister au premier atterrissage d'astronautes sur Mars dès 2010. Au laboratoire de propulsion par réaction, les chercheurs continuent à étudier la masse d'informations recueillies au cours de la mission Pathfinder, une tâche qui devrait les occuper pendant encore plusieurs années. La sonde américaine s'est tue depuis que la NASA a mis un terme à sa longue mission en novembre 1997, une mission qui a dépassé toutes les espérances des chercheurs américains. Grâce à la qualité des photographies prises par la sonde, les géologues éclaircissent peu à peu le mystère qui entoure la planète rouge. Peut-être pourront-ils nous dire si Mars et la Terre ont un jour été des planètes jumelles, et si son sol aujourd'hui aride fut jamais fertile. En 3 mois, Sojourner a parcouru plus de 100 mètres sur la surface martienne, et il a pu procéder à des analyses beaucoup plus variées de la roche et du sol martien que ne le firent en leur temps les sondes Viking. Ce véhicule autonome est le pionnier d'une nouvelle génération de robots explorateurs. Ces 10 prochaines années, la planète rouge devrait faire face à une invasion de véhicules inhabités, fruit de tous les efforts déployés pour mettre au point les missions Mariner, Viking et Pathfinder. Tandis que les robots s'apprêtent à envahir Mars,
la NASA et la communauté internationale œuvrent à la mise au point de l'étape suivante, l'exploration de la planète par l'homme. Dans le cadre du projet de Station spatiale internationale, il est prévu de réaliser une maquette de centre habitable pour des missions d'exploration de Mars. Les techniciens y testeront un nouveau système de survie qui pourrait être intégré aux véhicules de transit des futures missions martiennes. Les recherches porteront sur différents domaines, dont le recyclage de l'eau et la maîtrise des polluants. Et les médecins continueront à étudier les effets sur l'organisme d'un séjour prolongé en apesanteur. Peut-être irons-nous ainsi sur Mars plus vite que nous l'avions cru jusqu'ici. Même si certains s'interrogent encore sur la nécessité d'un tel projet et sur les moyens de le mettre en œuvre. Mais au vu des expériences passées, une chose est sûre. Tant que la planète rouge ne nous aura pas dévoilé ses mystères, notre désir de l'explorer ira grandissant.